Good morning tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on part en Antarctique pour tester les limites du Sony A1. Allez hop, bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu as passé une bonne journée et que tu es prêt à parler de la nouvelle Ferrari des appareils photo, le Sony A1. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Simplement parce que c'est un petit peu, si tu prends le Sony A7R IV, le Sony A7S III et Sony A9 II, tu combines tout ça en un boîtier, c'est exactement ce que tu as là. Alors, pour le coup, il est très cher, on parle de plus de $6 500 US, c'est-à-dire qu'on va être dans les plus de 7000 je crois en France, aux dernières recherches, et ça va être un investissement pour très peu de personnes, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler et puis ça vaut le coup de rêver, hein, autant s'amuser. Alors j'ai décidé d'aller le tester dans les limites de l'extrême. Pourquoi? Parce que simplement c'est la météo que j'ai dehors, moins 20 la nuit, moins 10 dans la journée, un aspect banquise qui fait peur et on a récupéré plein de photos super sympas. Mes doigts ont lâché avant l'appareil, donc c'est un bon signe. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses, de l'ergonomie, de ses performances, des photos, de la lumière basse, un petit peu de la vidéo, parce que je sais pas si tu es au courant, mais on a de la vidéo en 8K maintenant jusqu'à 30 images par seconde, et d'après les tests de beaucoup, on peut enregistrer pendant plus d'une heure avant que l'appareil surchauffe en 8K avec la batterie d'origine. Et si on change la batterie, qu'on en met une vide entre guillemets, ce qu'on appelle, qui est reliée à un secteur, on peut enregistrer pendant plus de 3 heures et ça ne surchauffe pas. Enfin bref, c'est juste incroyable, surtout si on pense à nos petits amis Canon quand on parle du R5. Je tiens à dire que je ne suis jamais payé par Sony pour vous dire quoi que ce soit à partir de ces appareils. Je ne reçois pas d'appareil en échange, je n'ai pas des énormes chèques et des bateaux qui me sont offerts, désolé. On m'envoie le matos un petit peu avant, si j'ai de la chance, et je le renvoie, donc je vais le renvoyer là à la fin de la semaine, et c'est tout. Et si je veux l'acheter, eh ben c'est à moi de l'acheter moi-même avec mes petits sous que j'ai économisés. Voilà. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais te dire si oui ou non, je vais l'acheter parce que c'est une grosse question, c'est un gros investissement et peut-être que ça peut en aider d'autres qui se posent la question. Avant que je continue à partager mon expérience sur le Sony A1, grosse annonce, la formation 30 jours pour des photos pro, la prochaine session va bientôt commencer. C'est une formation pas à pas sur 30 jours avec moi qui te permettent de progresser, de passer au niveau supérieur en photographie. Ça a marché pour des milliers d'étudiants à travers le monde. Je crois qu'on a eu plus de 1500 participants jusqu'à présent. Certains sont devenus photographes professionnels, d'autres ont gagné des prix, certains ont fait des expositions et il y en a même un récemment qui a été envoyé jusqu'à Abu Dhabi pour capturer une compétition automobile. Donc c'est une méthode pas à pas qui marche sur 30 jours et le plus important c'est que même au-delà des 30 jours, tu as accès à tout le contenu, c'est-à-dire que tu peux le reprendre à ton rythme quand tu veux. Tu as aussi accès à la communauté pour poser des questions, pour avoir des avis sur tes photos et bien entendu, on est là pour progresser ensemble et de manière régulière, je fais un live où je critique vos photos et où vous pouvez poser vos questions. Donc voilà, je te laisse regarder les détails et t'inscrire potentiellement. Maintenant, revenons à notre A1. Commençons par l'ergonomie. Alors l'ergonomie a beaucoup changé et je trouve que plus on avance avec Sony et mieux c'est pour plusieurs raisons. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez des débuts du Sony A7, ensuite le A7 II. Le grip était pas terrible, c'est-à-dire que la prise en main n'était vraiment pas profonde. Même quand je reprends mon A7R III, là, elle n'est pas profonde. Donc tous les gens qui avaient des grandes mains se sentaient un petit peu frustrés et avaient l'impression que tout était trop près. Maintenant, on a un boîtier, et c'est pareil sur le A7S III, avec une grosse profondeur, une bonne prise en main. Tu peux le tenir sur un doigt comme ça, c'est en général un petit peu mon test. Tu vois, je tiens sur un doigt. Si il tient bien, eh ben, c'est un peu gagné. La chose très intéressante, c'est que les boutons ont changé. Ils sont beaucoup plus
tactile maintenant, dans le sens où non pas c'est du touchscreen partout, mais c'est juste qu'ils ressortent plus. C'est-à-dire que quand je shootais avec des gants, c'était facile d'appuyer sur les boutons, je galérais pas à devoir presser limite avec mon ongle comme ça pouvait arriver sur le A7S, A7R3 ou A7 III que j'ai. Non, les boutons sont vraiment excellents, c'est une chose que j'adore. Alors on n'a pas l'écran complètement articulé comme sur le A7R3, on a un écran qui est finalement le même que sur le A7R3 et le A7R4 qui va venir se mettre, on dit à peu près à 90 degrés, comme ça tu peux shooter de haut en bas assez facilement. Maintenant ce que je dois dire c'est qu'il y en a beaucoup qui regrettent de ne pas avoir l'écran qui fait 180. Pour moi c'est pas vraiment un regret parce que quand je shoot avec l'écran à côté ça prend toujours plus de place et c'est pas toujours idéal pour moi quand je fais des photos. Par contre pour la vidéo, complètement d'accord, vaut mieux avoir l'écran à côté. On a aussi la petite molette comme sur le A9 II qui est là, qui va te permettre de choisir rapidement quelle est la vitesse à laquelle tu vas prendre les photos. Est-ce que ça va être H+, ou H, ou M, ou L, qui va te permettre par exemple de shooter entre 5 images par seconde jusqu'à 30 images par seconde. Et chose à noter, les 30 images par seconde, ça va dépendre de l'objectif que tu utilises. Et bien entendu, ça va dépendre de la manière dont tu enregistres les images. Ça marche en RAW compressé. Et je crois que les RAW non compressés, tu es un petit peu plus lent. Ensuite, niveau carte mémoire, on a 2 slots SD et 2 slots CF Express A. Alors, on reviendra là-dessus dans quelques minutes, mais les CF Express A, très important, surtout sur cet appareil, si tu vas shooter de l'action et que tu veux que le buffer, qui est finalement la mémoire tampon, se vide très rapidement. Donc si tu entends buffer après, n'oublie pas, c'est mémoire tampon, c'est moi qui fais de l'anglicisme. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le boîtier? Il y a une chose qui est vraiment cool et je le mets ça dans l'ergonomie, mais c'est simplement parce que quand tu changes les objectifs, en fait, beaucoup de gens finalement ont peur d'avoir le capteur qui est exposé quand on change les objectifs. Maintenant, tu as l'option de venir dans les menus et de mettre en route une fonction qui te permet de protéger ton capteur. Il y a le petit rideau en fait qui vient fermer le capteur. Comme ça, il n'y a pas de poussière qui se met devant quand tu vas venir changer d'objectif. C'est très pratique, par exemple quand tu es dans la neige, quand tu es dans la pluie ou dans des environnements un petit peu difficiles de le faire. Un boîtier clairement orienté pour les pros, par exemple pour les journalistes, pour les gens qui shootent des événements sportifs, etc. Parce qu'on va avoir la prise Ethernet, la prise synchro flash, on a une prise HDMI full size, on a la prise USB-C, on a le jack in et out. Et on a aussi un petit micro USB juste là. On a vraiment toutes les connectivités qu'on peut imaginer et dont on peut avoir besoin. Alors tout le monde n'en aura pas besoin. Par exemple, moi la prise Ethernet, j'en aurai jamais besoin. Même si je fais du tethering, je vais me brancher probablement sur un autre port parce qu'il y a plus de data par exemple qui passe en USB-C qu'en Ethernet. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des setups qui sont encore en Ethernet et c'est pour ça qu'il y a cette compatibilité. En termes de batterie, de durée de vie de batterie, quand j'avais passé les 2-3 heures là dans le blizzard, dans la neige, je suis revenu, j'avais encore 67% de batterie. C'est vraiment quelque chose qui a très bien évolué au cours du temps, c'est qu'on n'a plus de problème de batterie comme on avait avant sur les Sony A7 I ou A7 II où il fallait changer les batteries comme des petits pains. C'était assez incroyable. Alors que là, maintenant, tu utilises une batterie, 2 batteries pour toute la journée et c'est top. Et c'est pareil sur le A7S III ou sur le A7R3, j'ai jamais vraiment eu de problème depuis qu'ils ont changé tout ça. Maintenant, parlons un petit peu de comment l'appareil shoot, de ses performances techniques. Alors, j'ai eu l'occasion donc de shooter dans la glace, on était dans des conditions extrêmes. J'ai shooté Joey et Toby qui faisaient du vélo dans la neige et j'ai eu l'occasion d'aller shooter dans les rues pendant le blizzard et j'ai vraiment été impressionné par plusieurs choses. Premièrement, l'autofocus est génial, c'est vraiment tout ce que tu peux imaginer de mieux. Niveau autofocus, qu'est-ce qu'on a? On va avoir l'option tracking qui va très bien reconnaître son sujet et qui va le traquer. Par exemple, quand on descend, Joey descendait en vélo et l'appareil l'a suivi pendant tout le truc. C'est quelque chose que tu avais déjà sur le A7 III et A7R3, mais apparemment, il a été amélioré. Et clairement, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de contraste dans l'image, l'appareil a su finalement traquer. Donc j'ai été vraiment bien impressionné. Par contre, le tracking automatique dans les appareils, je tiens à rappeler que ça ne remplace pas le fait qu'il faille apprendre finalement comment l'utiliser proprement.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu peux avoir les meilleurs modes du monde, si tu ne sais pas quand les utiliser et à quel moment et dans quelles circonstances ils sont meilleurs, tu auras des problèmes. Donc c'est là encore une fois que je dis il vaut mieux progresser, apprendre de nouvelles choses, faire évoluer son talent avant d'investir dans du nouveau matos, parce que tu peux te retrouver avec 10 000 options et finalement si tu ne sais pas l'utiliser ou si tu ne sais pas dans quelles conditions, l'appareil ne sera pas tellement meilleur pour toi. Autofocus, on a aussi 3 modes dont un nouveau qui va être pour reconnaître les yeux. On va avoir humains, animaux et maintenant les oiseaux. Ils les ont mis dans une catégorie séparée. Petite astuce que je tenais à partager parce que je l'ai découvert l'autre jour. Quelqu'un en parlait en ligne, j'ai essayé et effectivement les yeux de ma femme ou les miens sont reconnus quand je suis en mode animal et ensuite ça peut reconnaître les animaux, mais par contre l'inverse ne se fait pas. Si je suis en humain, ça va pas reconnaître le chien. Donc très pratique. Si tu fais de la photo animalière, je pense que ça va être un très bon appareil, mais tu vas peut-être vouloir regarder un avis très spécialisé sur quelqu'un qui prend par exemple en photo des animaux et qui peut te donner un avis un petit peu plus approfondi sur les différents modes que tu vas pouvoir utiliser pour ça. Personnellement, pour ce que j'utilise, c'est-à-dire un shoot très diversifié, on va passer de la photo de rue à la photo de portrait, à ce que j'appelle lifestyle, à la portrait de paysage. Moi, je shoot un petit peu quelque chose d'assez vaste. Je suis très content de ce que cet appareil est capable de m'offrir en termes d'autofocus et de performance. On a 50 mégapixels dans cet appareil, ce qui est largement suffisant pour n'importe qui, ce qui nous permet de faire du recadrage drastique, ce qui peut nous sauver si par exemple on est à 16 mm et que notre photo devait être à 35, ou si on est sur un 20 mm fixe et qu'on voulait un effet 50 mm, on peut toujours venir récupérer nos photos, et quand on passe de 50 mégapixels, on va peut-être se retrouver avec un crop à 12 mégapixels ou 20 mégapixels, ce qui est toujours très bien et très performant. Donc voilà, s'il y a un vrai avantage d'avoir beaucoup de mégapixels, ça va être ça. Aussi, je dois le dire, le niveau de détail est impressionnant quand on zoome dans les images. Maintenant, au niveau lumière basse, parce que c'est une question que je me pose tout le temps, comment est-ce que ça performe en termes de lumière basse? Ce qu'il faut savoir, c'est que la plage ISO normale est entre 0 et 32 000 et étendue va jusqu'à 100 000. Par contre, j'irai pas vraiment au-delà de 32 000. J'utiliserai mon A7S3 si je dois aller au-delà de 12 800, si je dois shooter au-delà de 25 000. Je vais utiliser le A7S3, même si on aura moins de résolution, l'image sera de meilleure qualité en très faible lumière. Par contre, comme tu peux le voir sur les images, c'est un petit peu soft quand on est à ISO 20 000, etc. Mais on a quand même une très bonne image. N'oublions pas qu'on est à 50 mégapixels, donc quand on zoome dedans, c'est vraiment détaillé. Maintenant, parlons de la vitesse de prise de vue. On a dit jusqu'à 30 images par seconde en RAW compressé, incroyable. La mémoire tampon se vide très vite si on a les cartes mémoire qui suivent. Je conseille la CF Express type A, même si elle est très chère. Si tu es dans ses besoins professionnels où tu as besoin de shooter de l'action et d'être toujours prêt pour le moment suivant, tu vas vraiment être content d'avoir investi dans ces cartes. Elles sont incroyables. Je crois que c'est 800 mégabits par seconde comparé à une SD card même rapide qui va être à 300 mégabits par seconde. Donc très important d'utiliser ça. Maintenant, si tu es photographe pro aussi, il y a 2 autres aspects qui vont vraiment te plaire, je pense, qui est l'anti-flicker. Le flicker, c'est en fonction de la fréquence des sources lumineuses qui sont autour de toi. Des fois, tu te retrouves avec des bandes dans l'image avec l'obturateur électronique. Et ils ont un mode maintenant pour aussi définir une vitesse d'obturation variable avec des virgules, en gros, qui va te permettre de réduire ça. Il y a un mode automatique et il y a un mode manuel pour venir approfondir et vraiment régler ça parfaitement. Par exemple, pour tous ceux qui jouent des concerts ou des événements sportifs, quand tu as les projecteurs qui se mettent en route, ça arrive souvent. Donc c'est un appareil qui va te permettre de vraiment ajuster ça pour ne pas avoir ces bandes dans ton image. Important. En parlant d'obturateurs électroniques, ce qui se passait beaucoup avant avec les obturateurs électroniques, si tu prenais des photos et que tu bougeais, c'est que ton image, elle penchait d'un côté ou de l'autre. Et en fait, maintenant avec leur nouveau processeur, ça enregistre les datas tellement rapidement ou ça lit plutôt l'information tellement rapidement sur le capteur que tu n'as pas ce problème quand tu prends les photos avec l'obturateur électronique, ce qui est vraiment un avantage. Et dernière chose, c'est que quand tu prends des photos en panning, il y a ce mode qui est assez intéressant qui finalement je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qu'on voyait pendant le POV quand je shootais dans les rues pendant le blizzard. Quand j'ai pris le panning, en fait, c'est comme si je voyais des micro-segments de l'image en fait qui sont arrêtés. C'est comme s'il y avait 0,1 seconde de chaque image que j'étais en train de prendre qui était figée, qui me permet un petit peu de savoir comment est-ce que je suis en train de prendre la photo dans le moment quand je fais du panning, quand je fais des filets. Et ça, c'était vraiment très utile. Ça m'a un peu surpris au début, je ne savais pas ce qui se passait et j'ai trouvé ça
très très pratique. Alors c'est un mode qui est difficile à expliquer, j'essaierai de vous montrer des exemples dans le futur. Un autre gadget qui est vraiment sympa, c'est que maintenant on peut avoir notre appareil, être à distance avec l'application et on peut enfin faire du tap focus, c'est-à-dire que tu peux appuyer sur l'écran de ton téléphone pour faire la mise au point directement. Alors je crois que c'est aussi sur le A7S III et peut-être sur le A7R4, mais c'est quelque chose qui me manquait énormément sur le A7R3 et sur le A7 III, parce que dès que j'étais à distance et que je voulais prendre par exemple des autoportraits, j'étais obligé de faire la mise au point sur le point où j'allais être avant d'y être, et après je pouvais plus rien changer. Enfin bref, c'était un petit peu la galère. Enfin maintenant on peut contrôler la mise au point à partir de son téléphone. Très pratique pour moi en tout cas. Niveau performance vidéo, tu peux lire un petit peu plus à ce sujet-là, mais tu peux shooter en 8K, en 4K 10 bits à 120 images par seconde, ce qui est incroyable. Tu as les profils couleurs que tu as sur le A7S III, tu as tous les avantages du A7S III à l'intérieur. La seule chose que tu n'auras pas finalement, ça va être la performance en lumière basse, surtout au-delà de l'ISO 12800. Maintenant, résistance aux éléments, franchement, j'ai pas eu de problème. On était dans le blizzard, l'appareil était gelé, il y avait de la neige, il y avait du froid, enfin je l'ai mis par terre, j'ai changé les objectifs, je suis revenu à la maison, ça coulait dans tous les sens, il y avait de l'eau partout. Je n'ai eu aucun problème, je l'ai essuyé. Le seul petit hic, et je ne sais pas pourquoi, si c'était à cause de l'objectif ou quoi que ce soit, il y a un moment où on était en plein blizzard, j'étais en train de prendre des photos et il a bloqué un petit peu. J'ai dû enlever la batterie, remettre la batterie et il est revenu en vie. Tout s'est bien passé. Je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être lié à l'objectif. Comme j'avais changé plusieurs fois d'objectif dans la neige, peut-être que j'avais un des contacts qui ne marchait pas à ce moment-là. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je tiens quand même à le dire parce que c'est important de savoir que aussi cher que tu payes un appareil, ça ne veut pas dire que tu peux en faire complètement ce que tu veux. Cependant, franchement, j'ai rien à dire. J'ai aucune crainte d'aller dans la pluie ou d'aller dans la neige avec cet appareil et de shooter beaucoup, tant que mon objectif est aussi tropicalisé et que il matche bien avec l'appareil. Alors, dernière chose, je voudrais savoir si toi, c'est un appareil qui va t'intéresser. Est-ce que pour ton business, par exemple, ou est-ce que pour tes besoins professionnels, est-ce que ça va y répondre? Pour moi, personnellement, cet appareil, je vais investir dedans pour plusieurs raisons. Parce qu'il va remplacer mon A7R III et mon A7 III. Et il va me permettre, si je dois prendre qu'un seul appareil, de shooter de la vidéo et de la photo dedans avec de très bonnes performances. Je peux enfin faire de la 4K à 120 images par seconde avec ce boîtier. Même quand je prends des photos, par exemple, j'aime bien prendre des clips que j'utilise dans ces vidéos après. Je vais pouvoir les prendre directement parce que maintenant tout mon contenu est en 4K. J'ai mon A7S III pour shooter la vidéo. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un me shoot, je peux quand même faire des clips avec, etc. C'est un petit peu l'appareil qui va me servir à tout. Si je dois prendre qu'un appareil et courir dehors, ça va être cet appareil que je vais prendre. J'aimais beaucoup shooter avec mon A7S III et finalement j'ai tous les bénéfices de l'A7S III dans cet appareil avec un viseur électronique qui est incroyable. On a l'impression de mieux voir que dans la vraie vie. Je te promets, c'est assez bluffant. L'écran, la résolution, etc. Tout est excellent et je vais pouvoir finalement remplacer les photos que je prends avec mon A7S III et enfin les prendre à 50 millions de pixels parce que de temps en temps j'étais un peu frustré avec mes photos 12 millions de pixels. Alors pas tout le temps, je dois le dire, mais ça m'arrivait de me dire j'aurais aimé pouvoir avoir un petit peu plus de pixels pour pouvoir zoomer, etc. Donc voilà, ce sont des besoins assez spécifiques. Aussi, j'ai prévu des trips et j'ai des photos en tête. Par exemple, si on parle un petit peu de Mongolie, dès que ça pourra rouvrir, j'ai en tête certaines photos qui requiert finalement d'avoir une vitesse de prise de vue très rapide que le A7R III ne m'offre pas pour l'instant et aussi d'avoir un autofocus qui est très très bon. Et dernière chose, bien entendu, au niveau business, c'est possible pour moi de faire cet investissement. C'est quelque chose que je rappelle à tout le monde, évitez d'investir dans du matos trop cher avant d'avoir le business qui suit. Parce que d'après mon expérience personnelle, on est capable de faire évoluer son matos avec son business. C'est-à-dire que plus son business devient bon et plus on peut investir dans du matos cher. Comme moi, j'ai commencé en tant que photographe pro. La plupart du temps, je louais du matos. Je louais les objectifs à 2000 €. Je ne pouvais pas les acheter et je les louais pour les shoots. Et ça m'a permis vraiment de me faire la main, de commencer à gagner de l'argent et ensuite de le réinvestir dans le matos un petit peu plus tard. Donc, pour récap, un appareil incroyable. C'est un petit peu le saint graal de tous les appareils Sony. Si tu n'en avais qu'un pour
tout faire sur cet appareil. Cependant, je pense qu'ils vont lâcher un A7 IV dans le futur, assez prochainement, peut-être vers la fin de l'année ou la deuxième partie de l'année. Et pour beaucoup de personnes, je pense que le A7 IV sera bien plus adapté. On n'a pas tous besoin de shooter 30 images par seconde. On se retrouve vite avec 2000 photos qu'on n'a pas voulu. Et je te promets, même si tu es un photographe de sport, je me rappelle avoir entendu un très bon photographe de sport parler. Un jour, il dit « Moi, je shoote quasiment jamais en rafale. » Pourquoi ? Parce que au cours de son expérience, au cours des années, il a été capable de finalement savoir quel serait le moment décisif et de n'appuyer qu'une ou deux fois au moment précis, comme ça il n'a pas besoin de voir 50 images où il y a le petit doigt qui se déplace lentement. Enfin bref, j'espère que ça t'a aidé. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses dans les commentaires. Et ceci étant dit, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Maintenant, get out there, go shoot, try something different, try something new. Je te vois dans la prochaine. Ciao!